Bonjour à tous, ici Romain. Je fais cette vidéo pour vous parler de la réforme de la formation. On est en septembre 2018, il y a des choses qui sont en train de se passer et en tant que consultant formateur indépendant ou en tant qu'organisme de formation, on se pose des questions notamment sur est-ce que je dois me certifier ou est-ce que je dois continuer dans l'idée de me datadocker pour ceux qui ne le sont pas. Alors, j'ai préparé un petit diaporama de 7 slides pour expliquer le contexte et à partir de là, normalement, tout devrait être au plus clair. Alors, comprendre la réforme de la formation en 7 slides. Donc, je me donne 5-7 minutes pour vous expliquer ça. Première chose, rappel du contexte. Il faut bien comprendre le sujet. En France et dans tous les pays dans le monde, on a des problèmes de chômage. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça va à un moment donné influer sur la santé économique de notre pays. Donc à un moment donné, il va falloir travailler là-dessus et donc on met en place des systèmes de gestion de formation. Donc on va réguler le chômage en France avec des financements publics et donc on va imposer aux employeurs de cotiser pour la formation professionnelle et de leur imposer de former leurs salariés. On va également, on a en France pendant de nombreuses années désigné des OPCA et également le Pôle emploi pour récupérer ces sommes, ces cotisations auprès des entreprises. Et grâce à ces sommes-là, eh bien, le Pôle emploi et les OPCA vont redistribuer des fonds pour financer les formations aux salariés, ou parfois aussi les non-salariés. Bon, jusque-là, je pense qu'il n'y a rien de nouveau et que tout le monde est d'accord avec moi. Pour bien préciser encore, euh, en... les OPCA en fait représentent des branches d'activité et doivent agir dans l'intérêt de celles-ci. On parle souvent de syndicats parfois. Bon, pour être concret, si vous êtes un hôtel et que vous devez former vos salariés les salariés de votre hôtel, eh bien, ne leur seront accordées que des formations en lien avec l'hôtellerie. Aussi, les OPCA qui sont rattachés à l'hôtellerie eh bien, vont accorder des formations en lien avec l'hôtellerie. Jusque-là, tout est clair et rien ne change. Il existe, rappelons-le, deux types de formations, et ça, c'est pas clair pour tout le monde, alors il est important de le préciser. Il existe les formations dans l'intérêt individuel professionnel, ce que l'on a appelé le DIF, puis le CPF, et aussi formation tout au long de la vie. Plus spécifiquement, formation tout au long de la vie, mais c'est un terme qui n'est pas couramment utilisé. Et puis, il y a les formations dans l'intérêt de l'employeur, qu'on appelle aussi le plan de formation. Il est très important de bien distinguer ces deux types de formations, car il est classique à chaque fois que j'échange avec un consultant formateur ou même avec un directeur de centre de formation, que ces choses-là ne soient pas claires. Quelqu'un qui cherche à se former, il a deux possibilités. Soit il se forme dans la continuité de ce qui a été décidé avec son employeur, soit il se forme pour résoudre une problématique personnelle qu'il a pour gérer sa carrière. Pour donner un exemple, son entreprise est un hôtel, soit il va se former sur la comptabilité d'un hôtel pour aider son employeur à gérer la comptabilité d'un hôtel, soit il envisage une reconversion professionnelle, il envisage de devenir moniteur de planche à voile, et donc à ce moment-là, il peut se payer une formation en moniteur de planche à voile. Ce sont deux projets bien distincts. Sur le premier, l'entreprise peut être amenée à payer, ou son OPCA, selon une enveloppe qui va être définie comme étant dans l'intérêt de l'employeur, donc l'enveloppe plan de formation. Dans le deuxième cas, la formation moniteur planche à voile, c'est vraiment pour gérer sa carrière que le salarié entreprend cette formation, et donc on parle d'une deuxième enveloppe. C'est deux types de formations bien différents qui vont solliciter des budgets formation bien différents par la suite. Donc en tant que formateur ou organisme de formation, on travaille avant tout sur le plan de formation. Donc avant toute chose, en principe, quand quelqu'un nous demande une formation, c'est avant tout sur le plan de formation. Et dans certains cas, on va aller travailler sur le DIF, enfin maintenant le CPF. D'accord? Donc concentrons-nous sur l'histoire du plan de formation. Je suis un organisme de formation, je suis un formateur indépendant et je veux continuer à exercer et travailler avec les fonds publics. C'est donc avant tout une histoire de plan de formation. On pourra parler ensuite des histoires de CPF, mais ça viendra après.
Je passe à la diapositive suivante. Alors, chose qui est quand même importante, c'est ce qui s'est passé en 2013. En 2013, Cash Investigation et Lise Lucet font une émission au sujet de la formation professionnelle. Cette émission s'intitule « Formation professionnelle, le grand détournement ». Ils vont expliquer comment les fonds publics sont parfois détournés, ou en tout cas comment les fonds de formation sont parfois détournés à des fins qui ne sont pas prévues. On va par exemple recenser des fausses formations, c'est-à-dire des formations pour lesquelles les stagiaires n'ont jamais été présents et pour autant ils ont signé des feuilles de présence. On va également recenser des employeurs ou des organismes de formation qui arrivent à récupérer des fonds publics destinés pourtant aux formations. On a par exemple, dans cette émission, Jardiland, la société Jardiland, qui fait signer ses salariés. Ils ne sont pas présents dans les formations, pour autant ils signent, et résultat des courses, ils arrivent financièrement à récupérer des sommes d'argent. Dans cette émission également, il va être mis en exergue le fait que les formations ne permettent pas l'acquisition de compétences pour trouver un emploi. On a par exemple à un moment donné des séances de méditation, pendant ces séances de méditation, ils font également des courses en sac. Il est bien évident qu'apprendre à méditer et à courir dans un sac ne vous aidera pas à trouver un emploi. Il est également mis en exergue dans cette émission que les organismes de formation non professionnels, qu'il y a des organismes de formation qui ont des actions non professionnelles, des lignes téléphoniques qui ne répondent pas, peu de moyens, des formations de mauvaise qualité. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous expliquer pourquoi il va y avoir une réforme derrière et vers où celle-ci nous mène. Ce n'est pas pour vous raconter l'histoire de l'émission. Deux autres points dans cette émission. Le premier, la confusion entre les intérêts de formation des salariés pour leur employeur et celles pour leur intérêt individuel. Concrètement, l'employeur et le salarié n'ont toujours pas bien compris, en 2013, quelle est la différence entre les formations pour eux et les formations pour eux à titre professionnel. C'est-à-dire que faire une formation en méditation, faire une formation en course en sac, c'est probablement très amusant sur le plan personnel, mais sur le plan professionnel, cela n'apporte strictement rien. Et donc, il s'agit à un moment donné de remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que des formations financées par l'État, ça sert à résoudre des problématiques d'emploi et non pas à résoudre des problématiques de paix intérieure, on va dire. Donc le problème de fond étant surtout que les fonds de formation représentent 35 milliards d'euros en France, et donc il s'agit à un moment donné de mieux gérer ces 35 milliards d'euros. Alors, la conséquence de cette émission, on ne saura jamais si sans cette émission, les réformes qui s'en suivent auraient eu lieu ou non. Je pense que oui, mais peut-être pas dans des délais aussi courts. Alors il y a eu, on va dire, à peu près 3 réformes. La première, c'est en mars 2014, avec la création du CPF, qui a remplacé le DIF. Grâce à la création du CPF, on a marqué plus fortement la distinction entre l'intérêt personnel de l'intérêt professionnel et entre l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt du salarié. Comment ? Eh bien, en faisant une enveloppe bien distincte avec un compte personnel. Donc concrètement, le salarié ne peut plus se former à la méditation, ne peut plus se former à la course en sac, il peut se former à certaines formations qui sont certifiantes, qualifiantes ou diplômantes et qui sont reconnues dans un répertoire national des certifications professionnelles, on appelle cela le RNCP. De plus, l'employeur n'est plus engagé à cotiser 1% de sa masse salariale pour financer ses formations et il peut librement gérer ses fonds de formation comme il l'entend. En résumé, on ne parle plus de DIF mais de CPF en 2014 et ces formations dans le cadre du CPF ne sont accessibles que si elles sont diplômantes, certifiantes ou qualifiantes. Il s'en suivra alors, en juin 2015, une nouvelle réforme que l'on appellera la réforme du 30 juin 2015, qui aura été particulièrement marquante ces dernières années. Grosso modo, dans l'émission que l'on a citée précédemment, il y a de nombreux phénomènes qui ne sont pas adaptés.
qu'on va appeler des phénomènes irréguliers. Au-delà des 35 milliards d'euros mal gérés, il y a également des OPCA qui sont remis en question, ainsi que le Pôle emploi. Aussi, on va mettre en place, au travers de cette réforme, 6 critères qui devront être évalués par les OPCA et par le Pôle emploi avant de délivrer des fonds auprès des organismes de formation. Concrètement, il existe 90 000 organismes de formation et les OPCA vont créer une plateforme qui s'appelle Datadoc et cette plateforme va poser 21 questions pour répondre à ces 6 critères qui vont demander aux organismes de formation d'expliciter comment ils mettent en place des formations de qualité dans leur organisme. Aussi, chaque organisme de formation doit s'enregistrer sur Datadoc pour témoigner de sa démarche qualité et ainsi percevoir des fonds publics pour continuer à exercer. C'est ce qu'on va appeler être datadocké. Il est possible de s'enregistrer sur Datadoc et d'être ensuite validé Datadoc, puisqu'il faut que vous soyez validé par un auditeur Datadoc, quelqu'un qui travaille dans l'OPCA, qui va regarder votre dossier. Mais il est possible également d'être certifié. Et certifié, c'est, on va dire, plus fort qu'être datadocké, donc qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que si vous êtes certifié, alors il vous suffit d'aller sur la plateforme Datadoc pour notifier Datadoc que vous êtes certifié, et donc à ce moment-là, vous êtes automatiquement datadocké. Cette certification, si vous en avez une, doit être reconnue par le CNEFOP. En d'autres termes, pour simplifier cette slide, à partir du 30 juin 2015, tous les organismes de formation, pour pouvoir percevoir des fonds publics, doivent être enregistrés sur Datadoc ou être certifiés. Pour parler rapidement de Datadoc, cela a été lancé très rapidement début janvier 2016. En réalité, ce n'était même pas près du tout. Ça a été véritablement effectif à partir du 1er janvier 2017. Lorsque vous vous inscriviez sur Datadoc, au début, vous aviez affaire à plusieurs auditeurs qui pouvaient donc valider votre dossier assez rapidement. En septembre 2018, on recense véritablement plus qu'un seul auditeur, c'est-à-dire que quand vous essayez de vous enregistrer sur Datadoc, cela va prendre plusieurs mois. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, les 6 critères du décret sont découpés en 21 sur Datadoc. Et voici en dessous, devant la slide, les 6 critères du Datadoc. Les 6 critères sont assez longs et assez complets. C'est pour ça qu'ils sont découpés en 21 sur Datadoc. Effectivement, sur une ligne, on pourrait avoir au moins 3 ou 4 façons d'y répondre. Lors du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, il y a eu lieu eh bien, une loi qui va rentrer en application à partir du 1er janvier 2021. Rentrer en application à partir du 1er janvier 2021, ça veut dire qu'elle ne sera plus souple. En d'autres termes, ce qui est demandé dans cette loi du 5 septembre 2018 a déjà été demandé depuis au moins 3 ans. Comme nous sommes en France et comme les choses prennent énormément de temps à se mettre en place, puisque nous sommes d'irréductibles gaulois, on met toujours des règles avant les règles. Et on met toujours donc des tolérances avant la vraie règle qui va sanctionner tout le monde. Cette loi du 1er janvier 2021, cette loi qui rentrera en application du 1er janvier 2021, est probablement la loi la plus intransigeante, la plus définitive par rapport à tout ce qui a été demandé et évoqué par le passé. En d'autres termes, l'idée d'attendre le 1er janvier 2021 pour voir ce qui va se passer est probablement une mauvaise idée, puisqu'au 1er janvier 2021, il n'y aura plus de tolérance, comme il y en a encore un petit peu en ce moment, et il y aura vraisemblablement encore d'autres règles qui vont se rajouter. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer à partir de 2021? Il n'y aura plus d'OPCA. Les OPCA seront remplacés par des OPCO. Ils n'auront plus la responsabilité de financer les formations. Ils auront toujours la responsabilité de décider des règles de qui perçoit quel fonds ou tel fonds. Donc, pour revenir à mon exemple de l'hôtel,
eh bien, si vous êtes un hôtel, peut-être que ils continueront à vous dire si vous avez le droit de vous former sur telle formation en hôtellerie ou non. Ce sera l'URSSAF qui sera chargé de collecter et de redistribuer les fonds de formation. De plus, dans cette loi du 5 septembre 2018, il est question de confirmer les certifications éligibles à cette reconnaissance dans le cadre du décret qualité. En d'autres termes, il existe à peu près une trentaine aujourd'hui de certifications pour les organismes de formation. Il y en aura vraisemblablement plus qu'une petite dizaine en 2021. Ceci par la reconnaissance du COFRAC. Si la certification est reconnue par COFRAC, alors celle-ci est reconnue dans le cadre de cette loi. Voilà, c'est fini. Pourquoi avoir fait cette vidéo et pourquoi il est important que vous en preniez connaissance sur toute sa plénitude, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez vous datadocker, ou parce qu'aujourd'hui, vous voulez vous certifier, et donc vous vous dites vers quoi je dois me tourner, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre? Ma réponse est non, il ne vaut pas mieux attendre, et il ne vaut pas mieux se datadocker. Datadoc va disparaître, donc il est préférable d'abandonner cette idée, et la certification, eh bien, c'est vraisemblablement dans ce qui est dit dans le nouveau texte de loi, c'est l'avenir. Par contre, il est important de prendre une certification bien choisie, c'est en cela que je vous accompagne, et surtout, il est important de comprendre que le jeu ne fait que continuer, la partie n'est pas terminée. Nous avons 90 000 organismes de formation, on en a vraisemblablement 60 000 qui sont enregistrés sur Datadoc à ce jour, donc on va dire qu'ils ont réussi à en éliminer 40 000. Pour vous donner un ordre d'idée, en Allemagne, il n'en restait plus que 2000 à la fin. On avait un nombre très très important d'organismes de formation en Allemagne, et aujourd'hui il n'en reste plus que 2000. On a le même phénomène en France, donc on y va tout droit. Donc il s'agit pour vous d'anticiper ce phénomène. Donc aujourd'hui on a plus que 40 000 organismes de formation qui existent sur les 90 000 existants. 60 000 pardon, qui existent toujours par rapport aux 90 000 qui existaient. Bon, alors maintenant la question va se poser sur la certification. Et puis une fois qu'on aura la certification, il va encore se poser quelques autres questions. Et c'est là-dessus qu'on nous serons attendus. Donc à cet instant, pour vous répondre directement en vidéo, je vous invite évidemment à vous certifier, même si on peut tout à fait vous datadocker, mais vous comprenez bien que je ne vous y encourage pas, forcément, puisqu'il y a d'autres solutions, plus avant-gardistes, nous dirons. J'espère à bientôt.